Cody, depuis son plus jeune âge, était fasciné par les profilers, par les tueurs en série, par les assassins, au point que ses parents en ont eu peur et lui ont dit, un soir, lorsque Cody était devant la télé et regardait des profilers, essayer de comprendre et de fonctionner comme un tueur en série. Ses parents lui ont dit un jour, en éteignant la télé juste devant ses yeux, ils lui ont dit « Cody, tu vas aller dans un centre. » Ce jour-là, il est allé dans un centre. Ses parents avaient trop peur que sa fascination pour les tueurs en série, les assassins et les profilers ne nuise à ce qu'il est, un jeune enfant innocent. Ils avaient trop peur pour lui que tout cela, toutes ces fascinations morbides, lugubres, macabres, dark et noires, ne nuisent à ce qu'il est vraiment, un jeune enfant innocent. Le jour de ses 22 ans, rien ne l'a empêché de déménager, de sortir de cette bulle que ses parents lui avaient créée. Rien ne lui avait empêché de sortir de cette bulle. Il en était sorti. Il était sorti de chez lui. Il avait déménagé dans le Maine, cet endroit dans lequel il avait toujours grandi. Il était parti là-bas, en voiture, avec la sienne. Il avait déménagé. Il avait trouvé une petite maison, pas chère, plusieurs chambres, un salon, une salle de bain, une vue normale sur la mer, qui pouvait probablement l'intéresser. Cette maison, qu'il avait ensuite achetée par la suite, il vivait dedans. Beaucoup trop grande pour lui, certes, mais il avait un endroit où vivre, sans ses parents, qui lui dictaient les lois, qui lui disaient qu'il ne devait pas s'intéresser aux profilers, aux tueurs en série et aux assassins. Il s'est alors renseigné, plus tard, lorsque ses parents sont morts, il s'est renseigné sur les profilers, les tueurs en série et les assassins, afin de les comprendre, de voir comment ces personnes voient le monde. Il s'est renseigné sur les assassins, pour comprendre comment ces personnes voient le monde, comment les tueurs en série voient le monde, comment les assassins, les tueurs, comment toutes ces personnes qui ne commettent que des meurtres, des crimes, des choses insolubles, comment ces gens voient le monde. Il s'est donc renseigné, a trouvé des études de profiler et s'est lancé dans l'étude comportementale. Il s'est lancé dans l'étude comportementale jusqu'à un soir où il était sorti, après avoir fait des études, après 2 heures d'études dans un amphithéâtre. Il s'est renseigné, il a pris son PC, il est parti en voiture. Il s'est retrouvé en voiture, tenant fermement le volant. Sur la route, il est arrivé dans un bar, un motel, sur le côté de la route. Il a pris son PC, s'est installé à une table, a regardé, et a commencé à chercher plusieurs assassins, plusieurs tueurs en série, plusieurs tueurs de masse. Il a commencé à regarder leurs crimes, leurs meurtres, leurs victimes, le témoignage de certaines personnes, certaines familles qui avaient perdu des proches à cause de ces personnes. Il commençait alors à regarder, à étudier, et soudainement, à la table juste en face de chez lui, la table qui se trouvait juste en face de chez lui, celle sur laquelle il se trouvait, s'est assis un jeune garçon. Il a regardé tout en se cachant derrière son ordinateur. Tout en se cachant derrière son ordinateur, derrière son écran, il a commencé à regarder de manière très infime, puis il a commencé à accentuer le mouvement. Il a commencé à accentuer le mouvement de manière moins infime, de manière plus discrète, et ensuite il a commencé à le regarder, tout simplement. Il regardait ce garçon qui était assis juste en face de lui, de manière infime, de manière discrète, puis soudainement de manière directe. Il a commencé à regarder ce garçon de manière directe et a remarqué que ce garçon n'était pas qu'un simple garçon qui était venu s'asseoir à une table juste en face de lui. Il a remarqué que cet homme en face de lui, ce garçon qui était venu, lui ressemblait. Il a remarqué qu'il lui ressemblait. Il lui a alors parlé.
il est venu s'asseoir à sa table et lui a demandé pourquoi est-ce qu'il lui ressemble. Il lui a dit qu'il s'appelait Ceylan, qu'il étudiait les profilers, les tueurs en série, mais que cela ne l'intéresse pas. Il a donc commencé à parler avec Ceylan, ce garçon qui s'était assis à cette table juste en face de lui, qui lui ressemblait. Il a commencé à lui parler, à lui demander pourquoi il s'appelle Ceylan, pourquoi est-ce qu'il lui ressemble. Ils ont commencé à parler de tout et de rien pendant des heures, jusqu'à minuit. Jusqu'à minuit, ils ont commencé à parler de tout et de rien. Autour d'un verre, autour d'un dîner, ils ont commencé à débattre de certaines situations qu'ils avaient appris lorsqu'ils étudiaient les profilers, les tueurs en série. Lorsqu'ils étudiaient les profilers, les tueurs en série, les tueurs de masse, les assassins, ils ont commencé à parler, à discuter. Autour d'un verre, ils se sont installés durant des heures. Ils ont commencé à discuter. Ils ont discuté de tout et de rien. Ils pensaient être pareils, avoir de mêmes idées, pouvoir les partager. Mais il n'en était rien. Il remarquait plus tard que ce jeune garçon qui s'était assis près de lui était peut-être pareil à lui physiquement, mais n'était pas pareil à lui émotionnellement. Ce garçon qui s'était assis face à lui, Ceylan, lui a parlé et lui a dit qu'il était l'ego de ce qu'il était. Il était l'ego de ce qu'il était. Par l'ego, il a voulu comprendre l'égocentrisme, car Ceylan ne faisait que regarder son GSM. Ceylan ne faisait que regarder son GSM, jusqu'à ce que Cody lui demande ce qu'il regardait sur son GSM. Il lui a demandé si c'était des études, si c'était des choses, des thèses qu'il avait appris, qu'il avait essayé de soigneusement recopier, de soigneusement relire. Il lui a demandé si c'était des courts-métrages sur des tueurs en série, si c'était même voir des personnes qui avaient lancé des appels de recherche par rapport à des personnes qui ont disparu. Il lui a demandé beaucoup de choses par rapport à des gens qui avaient témoigné, des témoignages, des reportages, des thèses qu'il avait appris, des choses qu'il avait appris lui aussi, des choses qu'il avait appris à deux, mais qui pourtant dans l'amphithéâtre pendant des années ne se sont pas vues, ne se sont même pas remarquées, pas une fois, pas une once de regard l'un pour l'autre, pas une once de regard l'un pour l'autre, ils ne se sont jamais vus, ils ne se sont jamais vus, ils ne se sont jamais remarqués, ils ne se sont jamais rencontrés, ils ne se sont jamais parlé. Ce soir-là, ils ont parlé, ils se sont regardés et ils ont commencé à débattre du fait que Cody, lui, apprenait les profilers. Il apprenait comment comprendre les gens, comment comprendre les tueurs en série, comment comprendre les tueurs de masse, les assassins et les personnes qui avaient un comportement brutal. Ceylan lui a dit qu'il apprenait tout cela, qu'il était obligé, que ses parents l'avaient forcé, parce qu'il savait que c'était bon pour lui d'apprendre ça, de se protéger, de savoir comment ces personnes fonctionnent. Mais seulement Ceylan n'était absolument pas intéressé par ça. Cody lui a alors demandé à ce moment-là, lorsqu'il a su qu'il n'était pas intéressé, il lui a demandé ce qu'il regardait sur son GSM. Regardait-il autre chose sur son GSM? Avait-il fait d'autres études que lui? Peut-être pareil, peut-être idem, peut-être autre chose. Il ne regardait absolument pas les études qui étaient idem à celles qu'il faisait. Il ne regardait pas d'études qui étaient les mêmes que ce que Cody lui faisait. Il regardait les photos de lui, il regardait Instagram, il regardait les réseaux sociaux. Cody a donc tout de suite compris que Ceylan était exactement l'opposé de lui, son égocentrisme. Ensuite, plus tard, il a rencontré Andy, un second garçon qui est venu s'installer à une autre table. À deux, ils sont allés s'installer face à lui. Ils l'ont regardé et ils ont parlé à trois. Andy, lui, était simplement un jeune garçon qui vivait dans une maison. Il vivait seul, dans le Maine. Il vivait seul, il avait une maison. Il avait quitté ses parents étaient morts, tout comme Ceylan qui lui aussi avait perdu ses parents. Cody répondit alors une nouvelle fois. Il répondit une nouvelle fois que ses parents lui aussi étaient morts. Ils avaient tous un point en commun, ils se ressemblaient, ils étudiaient pratiquement la même chose, dans le même lycée, ils ne s'étaient pourtant jamais vus, mais ils avaient un point en commun, leurs parents étaient morts,
d'une manière qu'ils n'avaient pas encore expliquée, qu'ils n'avaient pas encore comparée, et ils se ressemblaient tous. Ils se ressemblaient tous, sauf qu'ils n'avaient pas les mêmes comportements. Kaylan était un peu l'égocentrisme de Cody, et Andy, lui, était plutôt ses peurs, ses craintes, son angoisse, sa frayeur, ses frissons, tout ce qu'il pouvait ressentir qui pouvait être malsain. Andy ne parlait pas beaucoup, il ne plaçait pas souvent de phrases, de mots, de textes entre ce qu'il disait. Il écoutait, il se prêtait à écouter, il nous regardait souvent avec un regard méfiant, il se prêtait à écouter les autres, il nous regardait avec un regard méfiant, avec un regard dans le vide, et souvent, on avait l'impression qu'il avait peur de ce qu'on disait. On parlait de tueurs en série, de profilers, d'étudier les morts, d'étudier la nécrophilie, de parler de meurtres, de personnes qui sont mortes, de comment elles sont mortes, des personnes qui ont témoigné de leur mort, des familles qui ont été déchirées par les tueurs en série, les profilers et nos études. Andy souvent était déchiré par ce genre de choses, ne répondait pas souvent, voire jamais, à ce que l'on disait. Il nous regardait et il nous écoutait. Un soir, je leur ai proposé de rentrer. Je leur ai proposé de rentrer chez moi, avec moi, pour qu'on parle un peu plus longtemps. On est rentré chez moi, on s'est assis dans le salon, je leur ai servi un verre, ils se sont alors servis, ils ont bu une fois, 2 fois, et puis ils ont arrêté. Ils ont redéposé leur verre sur la table, ils m'ont regardé, et ensuite on a commencé à parler de tout et de rien. Je leur ai dit que mes parents étaient morts dans un accident de voiture. Kaylan a répondu exactement la même chose, mes parents sont morts dans un accident de voiture. Andy, on l'a regardé à deux, on s'est assis, l'un contre l'autre, et on l'a regardé. Moi j'avais mon coude sur la table, Kaylan avec son coude sur la table, près du mien. On était avec un regard suspicieux, et on a demandé à Andy, pour avoir un avis concret, si on avait tous les trois des parents morts, et tous les trois des parents qui sont morts de la même manière. Pour avoir un avis concret, on a regardé Andy, et on a attendu. Andy nous a regardé et nous a dit, tout simplement, mes parents sont morts moi aussi, dans un accident de voiture. On avait la preuve concrète, cette fois-ci, il était temps de faire face à ce qui pouvait arriver. Il était temps de faire face à ce qui pouvait arriver. Kaylan était mon égocentrisme. Andy était mes peurs, mes frayeurs et mon effroi. Moi, j'étais qui j'étais. Il était temps de passer à la vitesse supérieure. On a fait un test ADN. On a fait un test de qui on était réellement. On a donc été dans un laboratoire. On a fait un test ADN, une prise de sang. Ils ont récupéré notre sang, sur lequel ils ont marqué Andy. Ils ont marqué Kylie. Et ensuite, après, ils ont marqué Cody. Il y avait Cody, Kaylan et Andy. 3 tubes de sang, du même sang. A plus, on avait déjà la certitude qu'on avait le même sang. On avait la certitude qu'on avait le même sang. Ensuite, le test ADN est arrivé. On avait les mêmes parents. On venait de la même lignée, mais on ne s'était jamais vu, on ne s'était jamais croisé, on ne s'était jamais entendu auparavant, on n'avait jamais fait attention l'un à l'autre, on ne s'était jamais remarqué dans le campus. Dans l'amphithéâtre, on n'était même pas dans la même classe. Nous n'étions même pas dans la même classe, nous n'avons jamais vu les mêmes profs. Ensuite, on est rentré, on a commencé à discuter de pourquoi nos parents nous ont laissés comme ça, pourquoi nos parents ne nous ont jamais parlé d'un potentiel frère. On a commencé à discuter de tout cela. Peut-être qu'ils voulaient nous laisser découvrir la vérité tout seul, qu'ils ne voulaient pas nous effrayer, car nous avons tous un ego différent. Kaylan, mon égocentrisme. Andy, lui, est ma peur, mon effroi, mes frissons, mes frayeurs. Et moi, je suis Cody. Moi, je suis Cody. Je suis simplement celui qui est venu habiter dans le Maine, qui a quitté ses parents, qui a passé un séjour dans un centre pour pouvoir recalibrer le comportement des enfants. J'ai passé un séjour dans un centre pour pouvoir recalibrer le comportement des parents, et on a remarqué que chacun de nos parents, qui étaient les mêmes, ont réagi de manière différente avec nous. Avec Kaylan, ils ont réagi de manière à le laisser faire ce qu'il voulait. Il était parti dans le Maine habiter dans le Maine, il était parti habiter dans le Maine, trouver un endroit dans lequel il pouvait vivre, trouver des études qui étaient exactement les mêmes que les miennes,
dans la même école que la mienne, mais ses parents les laissaient faire. Mes parents laissaient faire. C'est ensuite qu'on a demandé à Andy. Lui, ses parents avaient très peur de lui, avaient très peur qu'il ait beaucoup trop peur des autres, qu'il ait beaucoup trop peur de la sociabilité en soi. C'est alors qu'ils l'ont recadré dans un potentiel. Ils l'ont recadré dans un potentiel un peu plus viable, dans lequel il pouvait se retrouver face à des personnes. Il pouvait se retrouver en société face à des personnes. Ils lui ont donné un potentiel un peu plus viable pour qu'il puisse vivre. Et ensuite, nous sommes rentrés. Nous avons comparé nos peurs, nous avons comparé nos études, nos thèses par rapport au fait que nous nous sommes tout simplement retrouvés l'un face à l'autre sans savoir que nous étions dans la même école, que nous étudions les mêmes thèses, la même théorie, que nous avions tous la même histoire, mais que nous avions les mêmes parents sans même le savoir. Nous nous sommes découverts et ensuite nous sommes partis. À plusieurs, nous avons vécu pendant longtemps dans une maison en bord de falaise qui s'avérait être un phare. Elle était beaucoup trop grande pour moi quand je l'ai achetée. Elle était beaucoup trop grande pour moi quand je l'ai. Cette maison avait un potentiel viable pour nous trois. Cette maison avait un potentiel viable pour nous trois. C'est-à-dire que la première chambre, qui se trouvait dans un appartement seul, qui était raccrochée à cette maison elle-même, était une chambre à l'ombre des arbres. Cette chambre qui était à l'ombre des arbres s'avérait être celle de Andy, qui était mes peurs, mes angoisses, mon effroi, ma solitude. Andy a donc choisi cette chambre. Andy a choisi cette chambre et s'y est installé. À l'ombre des arbres, il s'y sentait bien. Ça allait avec lui, avec son potentiel, avec son caractère, avec ce qu'il était de moi. Ensuite, il y avait une chambre face à la mer, potentiellement éclairée, grande, vaste, qui allait potentiellement avec le caractère et le potentiel de Kaylan, qui lui avait l'habitude d'avoir toujours de grandes choses autour de lui. Ensuite, il s'est installé dans cette chambre éclairée qui était face à la fenêtre, une grande fenêtre éclairée qui montrait l'extérieur de la maison qui était face à la mer. Il s'était installé là. Ensuite, moi, j'avais la maison pour moi, et je les avais eux deux chez moi. Mes deux frères, et on allait potentiellement parler, sûrement parler, de ce qui nous est arrivé quand nous sommes jeunes. Quand nous avions été jeunes, nous allons potentiellement parler de ce qui nous était arrivé. Cette maison était la maison parfaite pour nous trois. Il y avait une chambre sombre qui était renfermée par les ombres des arbres à l'extérieur, là où était Andy. Ensuite, il y avait cette chambre éclairée par la lumière de la mer, le soleil, et cette fenêtre qui était si grande qu'on pouvait y voir l'entièreté de l'horizon, là où se trouvait Kellyanne, qui avait besoin d'espace, qui avait besoin de grands espaces, de vastes étendues. Il s'y trouvait là. Ensuite, il y avait une chambre, peu éclairée, à l'intérieur de la maison, près du salon, à côté de la cuisine, entre la salle de bain et la salle à manger. Cette chambre était la mienne. C'était là que j'étais, car moi, je me situais entre les deux, entre Kellyanne et entre Andy. Je n'étais pas potentiellement si superficiel, si égocentrique, et je n'étais pas potentiellement si peureux, si apeuré et si renfermé sur moi-même. Je n'avais pas de noirceur en moi, je n'avais pas de haine, je n'avais pas de rage, et je ne me sentais pas meilleur que les autres en tous les domaines. C'est alors que le lendemain, on a commencé à parler. On a commencé à parler de pourquoi est-ce que Andy se sent si peureux, se sent si terrifié, se sent si apeuré, seul, et potentiellement très froid avec les autres. Pourquoi est-ce qu'il a un contact très froid avec les autres? Pourquoi est-ce qu'il a ce potentiel? Pourquoi est-ce qu'il a ce potentiel à être froid avec les autres? Pourquoi se sent-il apeuré, effrayé et persécuté par les autres? Il a commencé à nous dire que c'était une sorte de protection, qu'il faisait semblant, que c'était une sorte de protection de faire semblant qu'il avait peur des autres.
Ensuite, on a parlé avec Kaylan, qui lui allait vers les autres, allait parler aux autres et partager sa vie sur Internet, sur les réseaux sociaux, faisait semblant d'être quelqu'un de populaire alors qu'il ne l'était pas. Il nous a dit aussi que c'était une sorte de protection. Ensuite, moi je leur ai expliqué que j'étais un peu un mélange de tout ça, que très souvent quand j'allais vers des personnes, j'avais peur, je me renfermais et j'avais l'impression d'être persécuté par ces personnes qui allaient certainement me juger. Ensuite, je leur ai dit que quand j'étais avec les personnes, j'étais timide, mais qu'une fois que je leur parlais, je pouvais dévoiler ma vie entière sur Internet, leur parler de A à Z de tout ce que j'ai vécu. Ils m'ont regardé et ils m'ont tout simplement dit qu'on était tous les trois les mêmes. Que Andy, qui lui avait l'impression d'être jugé, persécuté, parfois s'ouvrait aux gens et pouvait raconter sa vie de A à Z, comme il l'a partagé sur les réseaux sociaux. Et comme il l'a partagé sur les réseaux sociaux, Kaylan pouvait parfois trouver des choses, des photos, des événements qu'il a vécus qu'il ne voulait pas partager. On a commencé à vivre à trois, on a commencé à parler de nos parents, et très bizarrement, moi je me souviens d'un accident de voiture lorsque j'ai perdu mes parents. Kaylan se souvenait que ses parents sont morts noyés et qu'ils ont laissé leur enfant sur la rive, sur la plage, dans une crique. Et très bizarrement, Andy, lui, se souvient d'un incendie. On avait des vues différentes de nos parents lors de leur mort. On s'était peut-être imaginé que nos parents étaient morts pour pouvoir s'échapper de chez nous, pour pouvoir démarrer une nouvelle vie, mais on avait tous les trois une vue différente. Kaylan, lui, c'était la noyade. Andy, lui, c'était l'incendie. Moi, c'était la perte dans un accident de voiture. C'était très spécial, mais on a vécu comme ça, ensemble, pendant très longtemps. Très souvent, on commençait à débattre de la mort de nos parents. On essayait de trouver un accord, on essayait de savoir et de comprendre qui était d'accord avec l'autre. On essayait de savoir qui avait raison, s'ils étaient morts incendiés, s'ils étaient morts brûlés, s'ils étaient morts noyés, ou s'ils étaient morts dans un accident de voiture. Potentiellement, parfois, on s'amusait à regarder qui avait raison ou qui avait tort. On vivait ensemble, on s'amusait à regarder qui avait raison, qui avait tort, mais on vivait ensemble. On était frères jumeaux, on était des triplés. On était frères jumeaux, on se ressemblait tous. Et très souvent, on se regardait dans la glace et on avait l'impression de ressembler à l'autre.